Lorsque j'entrai dans la chambre, tout le monde semblait m'attendre. Blanche se tenait dans un angle et regardait par la fenêtre. Les dealers finissaient de boucler leurs bagages. « Voilà notre marcheur fraise et dispo !» s'exclama l'Anglais. « Tout va bien? Tu as passé une bonne nuit, j'espère. » « Ça va, » répondis-je mollement en cherchant vainement du regard le soutien de Blanche. Mais le réveil a été difficile. On m'a volé mon passeport et ma carte sanitaire. Je suis coincé. Je ne pourrai plus rentrer maintenant, même si je le voulais. « Ça, c'est vraiment bête, » intervint l'Espagnol. « C'est ce qu'on appelle un coup dur. Et comment vas-tu faire? As-tu une idée ?» Pendant cette conversation, l'Anglais avait continué à faire ses bagages sans manifester le moindre intérêt. Brusquement, il parla. « Ne crois-tu pas qu'il vaudrait mieux jouer cartes sur table? Je pense que tu as fini par comprendre. Tu ne croyais pas sérieusement qu'on allait te laisser partir comme ça, sans garantie. Non, vraiment, je ne pense pas que tu aies pu croire une chose pareille. Ou alors tu es le dernier des idiots. Blanche et toi, vous retournez avec nous à Kaboul. Et tu retrouveras ton passeport et ta carte. Ensuite, vous faites ce que bon vous semble. Ça ne me regarde plus. De plus, tu gagneras 100 $ et tu t'apercevras à ce moment-là qu'il est très agréable de toucher de l'argent. N'est-ce pas mieux ainsi? De toute façon, tu n'as pas le choix. Nous avons un contrat. » Je ne m'étais pas trompé. La disparition de mes papiers était bien un coup de l'Anglais. Je lui en voulais, mais je devais reconnaître qu'il ne manquait pas de franchise. À moins qu'il ne s'agisse d'un calcul, d'un nouveau piège. Décidément, ce dealer était une créature de l'enfer. Je me voyais déjà prisonnier de ce pays où je voulais rester. Ce n'était qu'un paradoxe de plus dans le jeu que j'étais en train de vivre. Mais la peur tout de même. La peur était là. Je fis en sorte que personne ne la remarque. « Le départ est toujours fixé pour la fin de la matinée, demandai-je. « Toujours. Il n'y a rien de changé. » « Je vais aller faire un tour en ville. Ça me fera du bien. Je serai là à l'heure. » L'Anglais était resté impassible pendant que je parlais. « J'espère que tu ne vas pas faire de bêtises. » Blanche regardait toujours par la fenêtre, perdue dans le spectacle de la rue. Je plantai mon regard dans celui du dealer et je sortis. C'étaient les mêmes rues, les mêmes gens, les mêmes mouvements bruyants et colorés dans la lumière du matin, les mêmes calèches sur les avenues, mais je ne reconnaissais rien. J'avançais, poussant mes pas l'un après l'autre, sans me soucier des visages que je croisais. Au fond, il n'y avait rien d'étonnant dans tout ce qui m'arrivait. J'étais prisonnier d'une situation que j'avais créée, et je reconnaissais ma responsabilité dans le déroulement des événements. Je tentais de démêler ce qui tenait de la peur et ce qui tenait de la colère dans la douloureuse confusion qui me tiraillait. Les pensées me fuyaient, et je marchais à nouveau dans le vertige. Je remontai la ruelle après avoir abandonné l'avenue principale. Je pris soin d'éviter la façade de la maison et contournai l'avancée de bois, puis je passai le portail de la palissade qui ceinturait le garage. Les 2 voitures étaient là. Le docteur est encore dans sa nuit. C'est peut-être aussi bien.
Je m'agenouillai contre le marchepied de la Jeep. Je passai la main sous le siège du conducteur et en retirai le Colt enveloppé dans un chiffon. Je regardai un instant fasciné les douilles de laiton qui tranchaient sur le noir de l'acier, puis je glissai le pistolet dans ma ceinture, comme je l'avais vu faire par une foule de héros anonymes et de pâles gangsters dans les films américains. Le métal était froid contre mon ventre, et le canon m'obligeait à me tenir droit. Je vérifiai que les plis de mes vêtements cachaient suffisamment les contours de l'arme, puis je m'assis et me levai plusieurs fois, afin de m'assurer que cette nouvelle présence ne me gênerait pas. Je me disposais à quitter la cour lorsqu'un bruit de pas m'obligea à me faufiler derrière les voitures. L'homme qui passait s'éloignait rapidement et je courus vers la ruelle dès que je n'entendis plus un bruit. J'appuyai une épaule contre la palissade et je m'aperçus que j'étais couvert de sueur. Ce n'était pas l'effort, mais une peur indicible qui venait perler sur mon front. Je fis quelques pas dans la rue en tentant de maîtriser mon allure, que je sentais vacillante, puis je fus dans l'avenue une nouvelle fois. Je marchais calmement, mais il me semblait que les yeux des passants étaient fixés sur mon ventre, étudiant la bosse légère du pistolet. À l'angle d'une rue déboucha un détachement de soldats qui venait à ma rencontre. Dans le matin, cette apparition de fantômes en haillons me saisit. Je déviai de ma route, comme pour traverser devant une calèche, en prenant garde à me tenir droit et à ne pas forcer le pas. Puis je m'adossai à un arbre. Les hommes passaient sans me voir, martelant le sol de leurs pieds droits en criant à chaque pas sous les ordres de celui qui commandait. Les uniformes étaient disparates, presque fantaisistes, les chaussures usées, les boutons de vareuse souvent inexistants. Je revis soudain les beaux guerriers que j'avais croisés sur les pistes, turbans impeccables, fiers de leurs bijoux d'or et d'argent, de leurs poignards ciselés de pierres précieuses, fiers des chevaux rapides qu'ils montaient et des armes scintillantes qu'ils portaient en bandoulière. C'était une autre race, d'autres humains faits pour une guerre noble et non pour un ordre militaire. Sur le trottoir d'en face, je remarquai une silhouette qui semblait suivre le détachement militaire en flânant. Toujours ces manteaux tristes et mal taillés, ces chaussures lourdes et sans grâce, qui permettaient de reconnaître les conseillers soviétiques. Je repensai à la rage de l'Espagnol sur la route de Sallan. Alors, inconsciemment, ma main glissa le long de mon corps et descendit jusqu'à la ceinture pour s'immobiliser sur la crosse du revolver. Un sentiment de puissance extrême m'envahit, en même temps qu'une grande pitié. Maintenant, je peux tuer. À force de tant aimer, de tant chercher, je suis devenu un tueur. Ma main tremblait sur la crosse tandis que l'ombre se rapprochait. J'étais hors du temps et de l'espace. Personne ne prêtait attention à moi. Je croyais être soudain dans le monde de l'impunité des justes. Je pouvais, si je voulais, tuer un homme, mais je pouvais aussi ne pas le faire, savourant ainsi une émotion inconnue jusqu'alors. Le Russe continuait d'avancer, en même temps que le bruit des soldats décroissait. Je passai la main sur mon front. Il était parfaitement sec et froid. J'aurai toujours une cause maintenant. Il n'y a plus à s'inquiéter. J'ai assez de haine. Les soldats avaient tourné l'angle d'une rue
et l'ombre s'apprêtait à traverser pour les suivre. En face de moi, mes yeux rencontrèrent ceux d'un enfant qui se tenait lui aussi adossé à un arbre et qui semblait attendre. Il me fixait d'un air arrogant, presque méprisant, comme s'il me reprochait une nouvelle lâcheté. Quand je passais devant lui pour retourner à l'hôtel, il cracha à mes pieds, avant de s'enfuir.